Est-ce que c'est différent d'entreprendre en Afrique? Version courte, c'est très différent. Dans quel sens? Alors, en fait, non, mais c'est une des merveilles aussi de l'entrepreneuriat sur le continent. Elle est connue pour ses propos pertinents, éloquents. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir dans cette deuxième partie d'interview Paola Audrey Ndenge. Dans cette partie, nous allons parler d'entrepreneuriat. Et justement, en parlant d'entrepreneuriat, j'ai une première question à vous poser. En 2008, il me semble, vous avez créé Flash is Black. Tout à fait. De quoi est-ce qu'il était question et pourquoi est-ce que vous l'avez créé? Alors, le média Flash is Black, on l'a créé à la base, c'était censé être un média, c'était d'abord un blog collectif. L'idée, donc Flash is Black, c'est Fashion is Black, l'idée c'était de mettre en avant des personnes de la communauté afro qui étaient fans de mode et qui avaient un certain sens du style parce qu'on trouvait que ces personnes-là étaient ignorées par les publications occidentales de manière générale. Et donc on avait envie de célébrer justement ces personnes noires qui ont du style, hein, parce qu'on sait l'influence qu'elles ont sur le monde de la mode. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et une chose en entraînant une autre, c'est devenu un média premium qui s'adressait à un public afro-international puisque c'était publié en anglais et en français. Et justement, on a pu faire cette transition-là du web vers le papier parce qu'on a pu lever 50 000 $ en ligne auprès de notre communauté. D'accord. Et on va dire que vous avez continué l'aventure, peut-être pas dans le même domaine, parce qu'en 2013, vous avez créé Panel & Company. Tout à fait. Il me semble. Pourquoi? Oui. Alors, Panel & Company, c'est quasiment un produit un peu dérivé de l'expérience de Flash is Black, puisque dans ce premier projet entrepreneurial, j'étais en charge du contenu. Donc, mon rôle était essentiellement de la rédaction en chef, mais aussi superviser un peu tout ce qui était shooting, visuel, etc. Et il se trouve que Flash is Black a progressivement... on va dire, accumuler une espèce de bonne réputation en termes de visuel et de standing, en termes de contenu en tout cas. Le média était très apprécié pour ça. On essayait quand même, avec les moyens qu'on avait à l'époque, d'en faire un média afro, mais qualitatif. Et donc c'est parce que ce média-là a commencé à avoir cette réputation qu'on a commencé à nous approcher d'abord, et puis m'approcher moi personnellement, pour que j'accompagne maintenant sur de l'image, sur la gestion de réputation, sur la gestion avec les médias, etc. Donc en fait j'ai eu une première sollicitation, une deuxième, une troisième, et puis bon, à un moment donné il fallait structurer ça puisque ça devenait relativement courant. J'avais pas du tout encore à ce moment-là imaginé de montrer ma propre agence, c'était pas du tout dans mes plans, c'est juste que c'est arrivé parce qu'il y avait de plus en plus de sollicitations en ce sens. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'image. Est-ce que votre marque que vous avez créée plus tard, Paola Audrey, est dans la continuité de Flash is Black et de Panel & Company? C'est une bonne question. Non, en toute franchise, je pense que là aussi, la marque, elle s'est créée par nécessité, comme avec Panel. C'est qu'à un moment donné, j'avais d'abord besoin d'exister en dehors de ce que je crée. Ça a mis du temps. Au début, j'étais d'abord caché derrière Flash is Black pendant de nombreuses années. Les gens ne savaient pas nécessairement, etc. Mais pour la petite histoire, c'est parce que, en fait, avant de monter Flash is Black, j'avais déjà une forme de notoriété en ligne à l'époque des blogs, quand les blogs étaient encore très très suivis. Et j'avais un blog sous pseudo. Et j'avais un pseudo qui était connu à l'époque parce que notamment, j'étais assez sarcastique et que je disais un peu tout haut ce que beaucoup de gens ne disaient pas tout haut. Et donc, ça m'avait attiré forcément des foudres, etc. Et donc, j'utilisais ce pseudo-là. Et donc, je faisais en sorte de garder ce pseudo et qu'on ne sache pas exactement qui est derrière Flash is Black pour que l'un n'empiète pas sur l'autre. Et donc, progressivement, quand Flash is Black a commencé à exister tout seul, j'ai continué à bloguer, mais progressivement, on va dire que je suis devenue de plus en plus à l'aise avec le fait d'écrire sous mon propre nom et d'affirmer mes propres opinions sans me cacher. Et à un moment donné, voilà, donc j'ai évolué du pseudo qui était Back Carter à mon propre nom. Et du coup, quand j'ai fait cette transition-là, j'ai pris mon propre site web, mon propre nom de domaine, paolaaudrey.com. Et c'est comme ça, en fait, quelque part, que le travail de branding me concernant a commencé. Mais encore une fois, c'était vraiment par nécessité, c'était pas le plan au départ. En regardant votre itinéraire, on peut voir une capacité, une aisance, j'ai envie de dire, à créer. Est-ce que c'est un besoin ou alors c'est une faculté naturelle?
Est-ce que c'est un besoin? Alors là, très bonne question. Je ne saurais pas dire, je ne pense pas. Je pense pas que ce soit un besoin. Par contre, est-ce que c'est une faculté? Je ne vais pas faire dans la fausse humilité. Oui, aujourd'hui, je peux dire quand même, j'ai quand même créé pas mal de choses. Même parfois certaines choses que les gens ne savent pas forcément que, entre guillemets, j'étais derrière, mais j'ai créé pas mal de choses. Donc oui, aujourd'hui c'est une faculté que j'ai réussi à maîtriser parce que je ne suis plus justement intimidée par le fait de partir de zéro pour fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Au contraire, je trouve la démarche toujours très stimulante, toujours très éreintante, très fatigante, mais j'en ressors toujours beaucoup plus... quelque part beaucoup plus qualifié même que quand je le commence en fait. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup. Alors, vous l'avez dit dans la première partie d'interview, d'ailleurs je vous invite à aller regarder cette première partie parce qu'elle était très intéressante. Vous avez entrepris en France et ensuite vous êtes rentré en Afrique, en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire alors que vous êtes d'origine camerounaise? D'aucuns diraient que vous auriez pu entreprendre dans un pays qui se fait appeler le continent. Le fameux continent. Le fameux continent. Alors... Sur cette question-là, qui je pense est probablement une des questions qu'on me pose le plus, moi j'ai une approche sur les questions professionnelles, j'ai une approche qui est pragmatique, pas émotionnelle. Et donc quand je suis pragmatique et logique, j'ai regardé les secteurs qui m'intéressaient, c'est-à-dire le marketing, les médias, l'innovation, la consommation, enfin tous ces sujets-là, l'entertainment de manière générale, voilà, ça sont mes sujets de prédilection. Et ok, donc une fois que j'ai pris ces sujets-là, j'ai dit ok, quelles sont les villes au pluriel d'abord, où ça ferait sens que j'aille. En Afrique, si j'ai envie de travailler dans ou un de ces secteurs ou plusieurs de ces secteurs de manière simultanée. Et donc j'ai fait une shortlist, la shortlist était très, très rapide, hein. Le top 3, c'était essentiellement l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ah donc c'était vraiment un spectre vraiment large, Afrique francophone et anglophone. Oui. J'ai la chance d'être bilingue. Je viens du continent, donc du coup c'est une des choses que j'ai prises du continent, c'est que pareil le continent est bilingue, donc en tout cas moi je le suis. Et donc du coup moi mon spectre sur le retour en Afrique, j'étais pas dans une espèce de fixation sur il faut absolument que je rentre dans mon pays d'origine. Pour moi c'est pas l'approche que j'ai eue. Mon approche elle était purement logique et pragmatique. C'est où est-ce que je vais. Dans quel territoire ça ferait sens que je sois, où il y a aussi une certaine qualité de vie, on va pas se mentir, mais aussi où je peux avoir une certaine perspective de développement, encore une fois, par rapport au secteur dans lequel j'évolue. Si j'étais peut-être dans la banque ou dans, je sais pas, l'agroalimentaire ou l'industriel, ou j'en sais rien, l'institutionnel, peut-être que je serais parti dans un autre pays. Hein. Voilà, c'est juste que dans mes secteurs à moi, et je pense que toute personne qui travaille dedans sait que j'ai raison, tout ce qui est entertainment and marketing, il n'y a pas 15 000 capitales en Afrique. Hein. Donc du coup... Comme je vous dis, voilà, je me suis retrouvée avec Lagos, Johannesburg, Accra, Abidjan, Dakar. C'était mon top 5. D'accord. Du top 5, j'ai commencé par le 1, Lagos, et en fait, c'est juste encore une fois un concours de circonstances qui est que j'étais en attente pour un recrutement à Lagos, parce que bien évidemment, l'idée pour moi n'était pas de quitter la France et de partir comme ça à l'aventure sans avoir un filet de sécurité. Donc, le filet de sécurité, c'est quand même d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas en ayant au moins un job. Ça nous permet au moins de s'installer tranquillement et puis d'observer les choses sans avoir de pression. Et donc, j'étais juste en attente pour un recrutement dans une agence de pub à Lagos quand on m'a fait la proposition pour Abidjan. Donc, encore une fois, je suis très pragmatique. Je me suis dit, bon, est-ce que je reste là à Paris à attendre éventuellement qu'à Lagos, il me fasse un retour, ou est-ce que je prends déjà ce que j'ai? Je me suis dit, je prends ce que j'ai. Je suis parti à Abidjan en 3 semaines. Voilà. D'accord, c'est très clair. Alors, moi j'ai une question quand même. Vous avez entrepris en Europe, on va le dire, en Afrique. Est-ce que c'est différent d'entreprendre en Afrique? Version courte, c'est très différent. Dans quel sens? Alors, en fait, non, mais c'est une des merveilles aussi de l'entrepreneuriat sur le continent, c'est que c'est pourquoi on y va, c'est que le marché est encore sur certains sujets vierges ou pas assez mature. Donc, ce que ça dit, c'est que pour beaucoup de choses, vous apprenez sur le terrain. Donc, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat sur le continent africain, c'est que ça vous donne tellement de leçons d'humilité parce que vous arrivez où les études de marché sont pas toujours fiables ou à jour, où vous pensez que le public va réagir comme ça, mais en fait le public réagit comme ça, ou en fait la sensibilité du consommateur se joue sur des choses auxquelles parfois vous ne pensez même pas. Donc moi je trouve que c'est au contraire, on est toujours sur le qui-vive quand on entreprend. Alors c'est encore une fois c'est très très fatigant parce qu'on est encore une fois sur des marchés qui sont en développement comme on le dit, mais ils le sont aussi pour une raison, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc
je pense que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est souvent une question de verre vide ou verre plein. C'est comment vous approchez la chose. C'est sûr que si vous arrivez et que vous avez envie de révolution, de choses comme ça, vous avez envie d'innover, en fait, il faut y aller encore une fois avec beaucoup de patience parce que par moment, vous allez avoir de la résistance au changement. Parfois parce que structurellement, les choses, le marché n'est peut-être pas prêt à accepter certaines choses. Donc, pour faire court, je dirais que je pense que l'Afrique ferait vraiment ressortir l'entrepreneur en soi, au sens où être toujours comme ça sur le qui-vive, faire face à certaines difficultés auxquelles on n'a pas pensé, savoir réagir, savoir se réadapter un produit, réadapter le discours. Voilà, c'est vraiment constant. Je ne dis pas que ça n'existe pas en Europe, mais je veux dire, il y a certaines problématiques en Europe qu'on ne rencontre pas, hein, sur la RH par exemple, sur le recrutement, il y a des problématiques ici qu'on n'a plus, ou en Afrique, il faut parfois repartir de très loin, être peut-être beaucoup plus en micromanagement, etc. Donc c'est très vivant. Okay. En Afrique, voilà, c'est très très vivant, c'est très challengeant, et je pense que ça nous met vraiment beaucoup face à nous-mêmes. D'accord. Et est-ce que vous préférez rester en Afrique ou alors revenir en Europe? Est-ce que vous regrettez le fait d'être rentré ou pas? Absolument pas, mais jamais de la vie je regretterais d'être rentré. Je ne pense pas que j'aurais fait la moitié de ce que j'ai fait dans le laps de temps imparti si j'étais resté ici. Ici, j'avais déjà senti un plafond de verre. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais aussi parti. C'est que je sentais que je pouvais être bien dans certains domaines, mais que j'allais jamais dépasser certains carcans. J'ai vu ça très rapidement. L'expérience d'entrepreneuriat avec Fashies Black me l'a montré. Hein, donc, j'avais pas besoin de rester 10 ans de plus pour m'en rendre compte. Et non, je regrette absolument pas. Je me suis... en repartant sur le continent, je me suis mieux trouvé. J'ai beaucoup plus mûri, probablement beaucoup plus rapidement que si j'étais resté ici. D'accord. Alors, on va finir cette interview, cette deuxième partie d'interview avec une question, on va dire, philosophique. J'adore la philo. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut entreprendre? Non. C'est une... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup parlent d'entrepreneuriat, beaucoup incitent les uns et les autres à entreprendre. Est-ce que d'après vous, tout le monde peut entreprendre? Je l'ai dit à l'événement Bois Paris parce que c'est vraiment ma conviction. Et je vais le répéter suffisamment. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et si vous ne voulez pas entreprendre, ce n'est pas grave. Le salariat n'est pas une honte. Je le dis, j'ai fait les deux. Ce n'est pas une honte. Tout dépend de votre personnalité. Qui est-ce que vous êtes? Et c'est quoi votre définition du bonheur et de l'épanouissement? On n'a pas tous la même définition de l'épanouissement. Il y a des gens, effectivement, vous parliez de besoins tout à l'heure, qui ont besoin de créer, qui ont besoin de gérer, parce que c'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils trouvent une forme de bonheur ou de joie. Mais ces personnes-là, effectivement, vont peut-être être mieux disposées à supporter les difficultés qui sont associées à l'entrepreneuriat. Mais quelqu'un d'autre qui est bon exécutant, encore une fois, c'est pas une honte. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. C'est pas une fin en soi de diriger ou de créer ou de dire je veux être mon propre patron. Être son propre patron pour être son propre patron, ça n'a pas de sens. Être son propre patron parce que ça répond à une vision plus grande qu'on a, ça a du sens. Donc je veux dire, je pense qu'on a une culture, et je m'inclus dedans, sur les 10-15 dernières années, qui a vraiment fait de l'entrepreneuriat, je pense à un moment donné, une espèce d'impondérable comme ça, alors que non, il faut effectivement célébrer les gens qui créent, c'est important, parce que beaucoup d'entre eux ont révolutionné le monde dans lequel on vit. Mais encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Moi, je suis vraiment pour l'équilibre et la balance. Ce n'est pas l'équilibre pour tout le monde. Il y a des gens chez qui il est important de faire du lundi au vendredi son 9h-17h et de pouvoir rentrer chez eux et voilà, profiter de leurs proches, ne pas avoir à stresser de comment ils vont payer les employés le mois prochain, etc. Et ils ont le droit. Voilà, ça c'est ma conviction. D'accord, c'est très clair. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note philosophique que nous mettons un terme à cette deuxième partie d'interview. À très bientôt.